Ancien commissaire au plan, ancien président des AGF, conseiller à la politique monétaire de la Banque de France et en tant que tel un des pères de l'euro, également secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, il fut un membre très actif au sein du patronat chrétien et a dirigé l'UNIAPAC, l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprise. Également auteur de nombreux livres économiques à succès, comme par exemple Le Pari français en 1982 ou encore Capitalisme contre capitalisme en 1991, ce fils de paysan vendéen a gravi tous les échelons jusqu'à devenir un économiste à la réputation mondiale. Michel Albert, bonjour. Mondial, c'est gentil. Alors attendez, soyons très clairs, vous êtes connu pour votre modestie. Donc voilà, c'est dit dans l'émission, il va falloir tout amplifier par 2 ou 3 tout ce que vous allez dire. Vous avez passé votre vie professionnelle en la consacrant principalement à l'intérêt général. Ça, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et qui est propre un peu à votre génération aussi. Oui, c'est ça. J'appartiens à une génération où il y a un militantisme du progrès économique et social. J'appartiens à une génération dont tous les éléments les plus représentatifs ont milité dans des partis politiques ou dans des clubs, dans des associations diverses, et c'est beaucoup moins développé aujourd'hui. Oui. Par exemple, Jean Moulin, par exemple La Vie Nouvelle, où j'ai été actif pendant longtemps, et aujourd'hui, cela s'est estompé. Alors, vous avez été un peu des deux côtés de la barrière, à la fois dans les administrations et puis dirigeant d'entreprise. Président, si, pendant 12 ans aux AGF. Aux AGF. Quelle définition vous donneriez-vous de la réussite? Qu'est-ce que c'est que réussir sa carrière ou sa vie, vos choix? Écoutez, alors moi, je dirais que, au sens le plus profond, je crois, réussir, c'est avancer un peu dans le sens d'un monde meilleur. À petite échelle, là où on est, faire en sorte que les choses soient un petit peu en progrès, un petit peu meilleures. C'est une vision des petits pas dans le bon sens. Ce qui me fait marcher, c'est que la vie a un sens, que chacun d'entre nous doit contribuer, est appelé plus exactement, je ne dis pas doit, est appelé à contribuer à mettre en œuvre le sens de cette vie en faisant des choses un peu mieux que s'il n'y avait rien. À cette même question, vous aviez répondu à un journaliste que c'est aussi préféré au narcissisme du parvenu la joie du serviteur. On est en pleine conversion, là. Ah, ben je ne savais pas que j'avais dit ça, mais c'est vrai, oui, le narcissisme du parvenu, c'est pas intéressant du tout. La joie de celui qui a rendu des services, c'est d'ailleurs un peu ce que je vous disais tout à l'heure, qui a rendu des services, qui a contribué à faire en sorte que les choses aillent un peu moins mal ou un peu mieux quelque part là où il est, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui donne sens, si vous voulez, non seulement à la vie individuelle, mais à la vie collective. Vous avez été un patron chrétien ou un chrétien patron? Je dirais plutôt un chrétien patron. Ça change quoi? Ce que je viens de vous dire. Alors, vous tenez dans votre main un objet qui est absolument magnifique. Oui. C'est la première fois que je le sors. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est pour vous que je le sors. C'est très aimable. C'est la première fois que je le sors devant une caméra de télé. Alors, j'ai précisé en introduction que vous étiez le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques qui vous a accueilli en son sein en 1995. Exact. Et alors, évidemment, il y a l'habit vert de l'académicien et il y a la fameuse épée. Oui. Et quand on fait faire l'épée, on peut choisir les attributs de cette épée. Oui. Et vous, si vous voulez bien nous faire un petit peu l'inventaire de ce que vous avez choisi. Là, je vois le logo AGF. On sent que ça a été une partie importante de votre vie. Oui. Ces 12 ans aux AGF. Je sortais des AGF quand j'ai été élu. C'est très peu de temps après. Je venais d'y passer 12 ans. C'est une maison que j'ai beaucoup aimée. Et on a essayé de faire des choses pas complètement dépourvues de sens, me semble-t-il. Et donc, en effet, il y a ici le bouton AGF sur le fourreau qui permet d'accrocher l'épée au pantalon. Alors, juste après ce petit détail professionnel, c'est la famille après. C'est l'arbre généalogique de la famille. C'est l'arbre généalogique montant. C'est-à-dire qu'en bas, il y a mon épouse et moi-même, et puis nos 4 enfants et les 7 petits-enfants que nous avions à l'époque. Voilà, je suis très, très heureux de cet arbre qui monte. Alors ensuite, je ne sais pas si on les voit très bien à l'antenne, mais il y a 2 couleurs qui sont principalement
le vert sur la garde et le bleu sur la garde, qui pour vous représente? Oui, alors c'est un décor marocain. Le Maroc, c'est un décor marocain. Le Maroc est un pays que j'aime beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler, oui. Ah ben volontiers, j'en parlerai volontiers, si vous voulez. Et puis, un écu de 70 €, c'est ça? Oui, ce n'est pas une monnaie, c'est une médaille. Hein. Ce n'est pas une véritable monnaie, mais c'est une médaille en or qui a été gravée en l'honneur de Jean Monnet, père de l'Europe. Et qui, on vous a souvent comparé à lui, comme son successeur. Et on recommence avec la modestie. Non, c'est simplement que Jean Monnet a créé le commissariat général au plan. Et vous lui avez succédé. Mais pas directement, il y en a eu 3 dans l'intervalle. Mais c'est quelqu'un qui revient quand on évoque votre parcours. Eh bien, j'en suis très fier. J'en suis très fier. C'est vraiment l'un des grands hommes de notre siècle. Et l'un des grands hommes modestes. L'un des grands hommes qui ne s'est jamais mis au premier plan. Et qu'est-ce que c'est juste au-dessus Il y a comme une planète dorée. Ah oui. Eh bien ça s'appelle J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Une sphère armillaire. Une sphère armillaire. C'est en effet une boule, une sphère, une sphère qui représente la Terre. Ça remonte au XVIe siècle, n'est-ce pas? À l'époque de Galilée. À l'époque où il s'est passé cette chose qui, pour moi, est une sorte de trace du génie de l'esprit humain, à savoir que des hommes, à commencer par Copernic et Galilée, ont pu concevoir que la Terre, premièrement, que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde. Or, on la voit plate. Bien sûr. Eh bien, il faut un effort intellectuel admirable, je trouve, pour penser qu'elle est ronde. Et deuxièmement, que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on voit, le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil. Et la sphère armillaire, qui était un instrument dont se servaient les navigateurs de la Renaissance, la sphère armillaire me rappelle ça et je trouve que c'est admirable. Voilà un très bel objet qui résume de manière très sommaire quand même tout votre parcours, toute votre carrière. Moi, je vous propose qu'on fasse mieux connaissance avec vous, Michel Albert, tout au long de cette semaine. On va apprendre à vous découvrir, à découvrir vos combats aussi. Merci. Merci bien. Comme conseiller à la politique monétaire de la Banque de France, il fait partie de ceux que l'on appelle les pères de l'euro, 150 personnes ayant œuvré à la mise en place de la monnaie unique. Comme catholique, il dit, je cite, « Mon militantisme pour l'Europe est en parfaite cohérence, me semble-t-il, avec ma foi chrétienne. Que me dit-elle? Elle me dit que tous les hommes sont frères en Jésus-Christ, que tous les hommes sont aimés de Dieu, que chacun d'entre eux a une valeur spécifique aux yeux de son Créateur. Alors, de ce point de vue, la mondialisation est une grande et belle nouvelle. » C'est très Robert Schuman, ça, comme vision, Michel Albert, comme vision de l'Europe, qui est le thème de cette conversation. Vous me faites plaisir en me disant que c'est très Robert Schuman, parce que je dois énormément à Robert Schuman. C'est l'un des hommes qui m'ont le plus inspiré, et dans ma jeunesse. Je suis arrivé à Sciences Po en 1948. La déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui a fondé la première institution européenne, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, elle a eu lieu quand j'avais 20 ans. Et je n'oublierai jamais cela. Ça a marqué ma vie par la suite. Et d'ailleurs, c'est en partie à cause de ça que j'ai consacré une bonne partie de ma carrière à m'occuper d'Europe. Vous avez d'ailleurs une médaille que vous gardez dans votre poche, pas tout le temps, j'espère, parce que non, mais en effet, j'ai une médaille, oui, qui représente le brave Robert Schuman. Cet homme qui était un véritable moine laïque, cet homme politique qui n'avait aucune envie de faire de la politique, il avait envie de faire de la bienfaisance. C'était un homme qui était très dévoué, qui vivait à Metz, et c'est son évêque qui lui a dit « Il faut que tu te présentes aux élections, c'est ton devoir. On a besoin de chrétiens. » Oui, je vous en prie. Oui, on a besoin de chrétiens qui ont une expérience concrète et qui ne sont pas des gens
travaillant pour leur ambition. Lui n'en avait pas du tout. C'est comme ça qu'il est entré dans la vie politique. Mais alors, est-ce que l'Europe d'aujourd'hui ressemble à celle qu'aurait souhaité Robert Schuman? Parce qu'elle manque un peu d'âme, l'Europe d'aujourd'hui, quand même. Oui, alors, cette Europe, elle a fait de grandes choses. Elle a fait une chose essentielle, c'est qu'elle a établi la paix et la coopération, la paix et la coopération avec une certaine dose de solidarité, là où il y avait juste le contraire. Et ça, c'est vraiment au cœur de l'intuition, de la vision de Schuman, d'Adenauer, de Spaak, des fondateurs de l'Europe. Par ailleurs, elle s'est étendue, ce qui est une preuve de succès, elle s'est étendue et elle ne s'est pas autant organisée qu'elle s'est étendue. C'est-à-dire que sa capacité de décision, sa capacité de faire des choses ensemble n'a pas été à la hauteur de sa dimension, et on le voit bien notamment maintenant que nous sommes passés brusquement de 15 membres à 25 membres, les institutions fonctionnent moins bien. Il faudra probablement pas mal de temps pour les réadapter. Et est-ce qu'elle ne manque pas d'une âme, cette Europe? Alors, avec en plus une constitution qui ne veut pas reconnaître ses racines chrétiennes. L'âme en matière politique, ça ne naît pas comme ça. L'âme, ça naît de quoi? Ça naît des combats qui ont été gagnés, et des combats qui ont été gagnés d'une manière populaire, d'une manière qui intéresse les gens, d'une manière démocratique. Si nous avions eu de vraies élections européennes avec des partis européens discutant les uns contre les autres, aujourd'hui nous avons des partis nationaux qui discutent les uns contre les autres. Nous n'avons pas de parti européen. S'il y avait eu à la clé un véritable pouvoir politique, comme le Parlement en est déjà une petite esquisse, mais seulement une petite esquisse, nous aurions pu contribuer à donner une âme à l'Europe. L'âme, ça procède de ce qu'on fait ensemble, des combats que l'on gagne ensemble. Alors vous êtes pro-européen, oui. Et vous continuez de parler votre patois vendéen, mais c'est pas incompatible. Oh, mesdames, Dieu, au lieu qu'il osait appeler comme Dieu, quand il était drôle. Quand il était drôle, ça veut dire quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, oui. Un drôle, c'est un enfant, oui. Ouais. Et vous ne voyez pas la dissolution des identités, en tout cas, vous, dans cette Europe. Est-ce que les Français sont moins français du fait qu'il y ait une Union européenne? Est-ce que les Allemands sont moins allemands? Absolument pas. Jamais personne ne peut le prétendre. Et vraisemblablement, au contraire même, car là où nous avons fait des progrès, là où nous nous sommes valorisés, nous nous serions détériorés. Alors vous, qu'on appelle le chouan communautaire, référence à vos origines vendéennes, je vous ai demandé de choisir un texte qui vous tenait à cœur, et ce texte, c'est un texte que vous avez écrit à trois plumes, qui est issu d'un livre que vous avez sorti avec Jean Boissonnat d'une part et Michel Cantu d'autre part. On les connaît bien tous les deux, et ce sont deux très bons amis à vous. Il y a quelques années, vous avez écrit « Notre foi dans ce siècle ». Voilà, un livre écrit à 6 mains, j'ai dit à 3 mains, non, à 6 mains. À 6 mains, oui. Oui, notre foi dans ce siècle. Notre foi au sens de foi chrétienne, naturellement. Qu'est-ce qu'elle devient face à ce siècle? Comment on la voit? Et puisque vous m'interrogez sur l'Europe et que vous me proposez un texte, ben je vais vous lire un texte qui résume beaucoup de choses et qui est très court. C'est « Il y a un siècle ». Albert Sorel, qui était un très grand écrivain de l'époque, écrivait « L'Europe est le continent des peuples qui chantent quand ils vont s'entretuer. » Voyez-vous, ça se passait pas en Asie, ça se passait pas en Moyen-Orient, c'était chez nous, en Europe, c'était notre particularité. Qui chantent quand ils vont s'entretuer. Fin de citation. Et oui, disons-nous, telle était l'Europe de nos grands-parents. Mes grands-parents, ils détestaient le Bosch. Mes grands-parents, je suis né en 1930, j'avais 10 ans quand la guerre, j'avais 9 ans et demi quand la guerre de 1940 1939-40 a éclaté. Mes grands-parents étaient des gens qui étaient conditionnés culturellement dans la haine de l'allemand qu'on appelait le Bosch, n'est-ce pas? Il a fallu, telle était l'Europe de nos grands-parents, il a fallu les épreuves du XXe siècle, d'une part,
Et d'autre part, pas besoin de faire des dessins sur les épreuves Oui, du XXe siècle, et d'autre part, une sorte de conversion des esprits, et j'aimerais qu'on parle de ça, pour que les Européens construisent les institutions et inventent les procédures d'une coopération pacifique entre eux, sans qu'aucune nation européenne ne renonce à son identité. Et je retrouve là ce que je disais tout à l'heure, les Allemands d'aujourd'hui, les Français d'aujourd'hui ne sont pas moins Allemands ou Français que ceux d'avant-guerre, mais ils le sont autrement, pour mieux se comprendre, à tout le moins pour mieux se supporter, pour ne plus s'entretuer. L'expérience n'est pas à son terme, et ça c'est très important, elle n'est pas à son terme. Des rechutes sont toujours possibles. Cette expérience est-elle transposable sur d'autres continents? Nous l'ignorons, mais nous l'espérons. Nous l'espérons. Notre conviction est en effet que la tâche principale, en ce XXe siècle, sera de tenter une transposition du même effort à l'échelle mondiale. Ce que nous avons fait à l'échelle européenne, où nous sommes passés des guerres civiles européennes incessantes pendant des siècles, où nous sommes passés des millions et des millions de morts qui, encore une fois, allaient s'entretuer en chantant, n'est-ce pas? C'est cela qu'il y a à faire à l'échelle mondiale aujourd'hui. Alors j'invite tous les téléspectateurs qui nous regardent à se référer à Notre foi dans ce siècle, Michel Albert, Jean Boissonnat, Michel Camp-Dessus, une lecture à fois fort instructive, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous remercie beaucoup, Michel Albert. En général, quand un homme d'un certain âge parle de la jeunesse, c'est souvent pour la critiquer dans ses choix, ses modes de vie, de consommation, ses idées. Bref, c'est rarement pour lui tresser des lauriers et encore moins pour reconnaître ce que sa génération à lui a peut-être raté avec cette fameuse jeunesse. Ceci donc en général. Mais quand c'est un économiste réputé qui parle de la jeunesse française, c'est pour lui adresser ses excuses au nom de toute sa génération et battre sa coupe. Alors Michel Albert, vous êtes en confession. Eh bien, je m'accuse. Vous accusez, c'est pire. Je ne vais pas dire ma mère. Non. Oui, je m'accuse d'appartenir à une génération qui, après avoir été très bien traitée par ses propres parents, par la génération précédente, a réservé un sort moins enviable à ses enfants et plus encore peut-être à ses petits-enfants. Je m'explique. Dans ma génération, la notion de chômage était inconnue. Oui. Deuxièmement, et même, nous envoyions des bus entiers traverser l'Espagne pour aller chercher des travailleurs d'Afrique du Nord qui voulaient bien venir chez nous en grand nombre, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y avait une perspective de progrès économique généralisé. Tout le monde en bénéficiait, c'était les 30 Glorieuses. Troisièmement, le développement de l'enseignement entraînait une amélioration des conditions d'existence pour tous ceux qui en bénéficiaient, et de plus en plus. Nous sommes aujourd'hui dans la situation suivante. Il y a à peu près 10% de chômage en moyenne en France, mais beaucoup moins que ça pour ce qui concerne les hommes adultes. Pour les hommes adultes, on est aux environs de 6%. On parle de chômage de jeunes surtout, en fait. Alors, qui sortent de leurs études. Je parle des jeunes. Eh bien, en ce qui concerne les jeunes, ce n'est pas 10, c'est 20%. Et en ce qui concerne les jeunes des quartiers, entre guillemets, ce n'est pas 20, c'est 40%. Je crois qu'il y a ces trois chiffres à se mettre dans la tête. 10, 20, 40. Il n'est pas possible de considérer que c'est l'optimum. Et surtout que, sans que nous soyons tout à fait le seul pays à faire ça, nous sommes l'un des plus mal barrés dans ce domaine. Et cela pour des raisons dont il ne faut pas croire que ça tient au monde extérieur, que ça tient à la mondialisation. Ça résulte de choix que nous avons faits en France. Par exemple, on a, depuis au moins 20 ou 25 ans, on a cessé de dire que pour pouvoir lutter contre le chômage, il fallait partager l'emploi. Et partager l'emploi, ça veut dire quoi? Pour commencer, abaisser l'âge de la retraite, et nous sommes le seul pays comparable parmi les pays développés.
où l'âge légal de la retraite est de 60 ans. On a abaissé l'âge de la retraite en disant, mais s'il y a des vieux qui partent, il y aura des jeunes qui prendront la place. Est-ce que les jeunes ont pris la place? Non. Pourquoi? Parce que les retraites, elles sont payées. Elles sont payées par qui? Elles sont payées par des charges sociales. Des charges sociales qui sont des poids dans les prix de revient des entreprises et qui, par conséquent, ont tendance à réduire la compétitivité et donc à réduire la possibilité qu'ont les entreprises d'embaucher les jeunes. Alors, c'est vrai pour la retraite à 60 ans, c'est vrai pour la longueur des congés payés, et vous savez ce que c'est devenu de lui, c'est vrai pour la loi des 35 heures. Cette loi des 35 heures constitue à moyen long terme un handicap pour notre pays, pour notre économie, qui décourage de la création d'emplois et constitue indirectement un inconvénient du point de vue du chômage des jeunes. Alors, pour ajouter de l'eau à votre moulin, dans un article du Monde du 7 mars 2006, le sociologue Louis Chauvel, qui enseigne notamment à Sciences Po à Paris, c'est ça, il est de Sciences Po, Chauvel, dit oui, que la France a oublié l'accompagnement des jeunes vers le monde du travail. Elle n'a pas voulu mettre en place une intégration par l'apprentissage et a préféré les retenir hors du monde du travail dans un système universitaire bon marché. Lui non plus, il ne mâche pas ses mots. Tout à fait, oui. Système universitaire bon marché, ça c'est une chose remarquable. Nous avons des universités pléthoriques, mais dont le coût par tête est relativement bas parce qu'il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'équipement. On a très peu investi dans ce sens-là, et très peu investi pour favoriser la recherche scientifique et technique dans les universités. Nos universités ne sont pas des centres de recherche, ou ne sont que très peu des centres de recherche scientifique et technique, et à cause de cela, elles produisent relativement peu de diplômés très compétitifs au plan international. Alors ce même Louis Chauvel dit que les nouvelles générations connaissent une désespérance profonde. On est assez loin de ce que vous disiez, vous, dans votre tout premier livre, qui s'appelait Le Manifeste radical en 1970, ou très optimiste à l'époque, forcément, vous écriviez « Jamais à aucune autre époque un tel sentiment de solidarité n'avait étreint la Terre. Tout est possible. Si nous le voulons, l'avenir de la prochaine génération sera fabuleux. » Oui, c'est l'optimisme de l'époque. Oui, mais c'était vrai. C'était vrai. N'oubliez pas que les révoltes de mai 68, c'était des révoltes de jeunes gens qui étaient dans une perspective professionnelle extrêmement positive. On était en plein dans les 30 glorieuses à l'époque, mais qui n'aimaient pas le genre de société dans lequel on était et qui en particulier trouvaient que c'était une société qui n'était pas suffisamment libérale, qui ne donnait pas suffisamment de liberté à sa jeunesse. C'était pas du tout le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la liberté pour la jeunesse là, la liberté. Ce qu'elle n'a pas, c'est les perspectives de développement, les perspectives d'amélioration de sa capacité professionnelle, de sa compétitivité et de son niveau de vie. Pour terminer cette conversation, Michel Albert, un petit message d'espoir peut-être pour la jeunesse à lui livrer? Oui, alors tout à fait. Ce message d'espoir, il est simple, c'est que lorsque nous aurons vraiment en France pris conscience de ce dont nous parlons aujourd'hui, lorsqu'il sera devenu évident que notre génération a choisi ses propres intérêts à elle, génération plus âgée, contre les intérêts de la jeune génération, et qu'elle risque d'en souffrir indirectement elle-même, ce jour-là, il y aura des perspectives de redressement, comme de nombreux pays en ont donné l'exemple. Prenez l'exemple de l'Espagne, qui est toute proche de nous, qui est un pays qui était vraiment sous-développé avant d'entrer dans l'Union européenne. C'est depuis l'Union européenne que l'Espagne s'est éclatée, en quelque sorte. Eh bien, l'Espagne est aujourd'hui dans une situation tendanciellement bien meilleure que la France, parce qu'elle a pris conscience de tout ça. En tout cas, Michel Albert, la jeunesse française vous dit merci. Merci beaucoup. Au sortir de l'ENA, il rentre à l'inspection des finances et décide de ne pas suivre la voie toute tracée qui l'attend, mais de partir au Maroc, où il crée une inspection des finances locales dans un pays alors jeune et en pleine mutation, un pays
qui le passionne et pour lequel il se prend d'affection, un pays où il va nouer des amitiés solides, un pays dont nous parlons aujourd'hui avec vous, Michel Albert. Qu'est-ce que représente le Maroc, à part une première expérience professionnelle pour vous? Ah ben d'abord, le Maroc, c'est un pays qui m'enchante par sa beauté. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de touristes qui pensent comme moi. Et je trouve que la beauté du Maroc, elle est symbolisée par par la chaîne de montagnes du Haut Atlas avec ses neiges éternelles au-dessus de la plus belle palmeraie du monde qui est celle de Marrakech, n'est-ce pas? Alors voilà, je suis enthousiasmé par la beauté du Maroc, premièrement. Deuxièmement, je trouve que c'est un pays très intéressant parce que il est à la confluence d'influences de l'Orient et de l'Occident. Il n'est pas tout à fait oriental, il n'est pas tout à fait occidental, et ce sont des Marocains qui ont fait cette réussite admirable de la civilisation, qui est la civilisation andalouse, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore à Fès, vous avez une porte des Andalous, par exemple. Donc, aujourd'hui, à une époque où l'Orient et l'Occident ont tellement de zones de conflit, notamment avec le monde de l'islam, je trouve que le Maroc est un pays qui présente une importance tout à fait considérable. Troisièmement, j'aime chez les Marocains ce qui fait que, vous vous souvenez, Lyautey les respectait. Lyautey, le Maroc est le pays dans lequel les colonisateurs français, entre guillemets, ont été le plus inspirés pour respecter les gens. Lyautey en est le symbole. Il a introduit une nouvelle architecture qui était une architecture néo-maghrébine, n'est-ce pas, néo-marocaine. Et les Marocains sont des gens nobles, sont des gens fiers, souvent fiables et toujours fidèles. J'ai des amitiés au Maroc qui remontent à 50 ans et qui sont toujours très, très, très vivantes. Voilà, alors j'ajoute que c'est un pays qui est ouvert et je vais vous en donner deux exemples, dont un que j'ai vécu moi-même. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais été pendant quelque temps, vous avez dit la dernière fois, que j'avais été pendant quelque temps président des patrons chrétiens, de l'Union internationale des patrons chrétiens. Ben, l'Union internationale des patrons chrétiens a été un beau jour invitée à faire un séminaire de travail par les patrons marocains. Ça s'est passé à Marrakech, ma ville bénie, et nous avons été accueillis par un imam devant une médersa, c'est-à-dire une sorte d'université islamique à Marrakech, très célèbre. Et cet homme a accueilli ses invités européens, en tout cas tous occidentaux, en leur lisant une poésie de saint François d'Assise. Eh bien, voyez-vous, à l'époque de l'islamisme, à l'époque du terrorisme, je trouve que c'est pas inintéressant, de même que qu'a fait le roi du Maroc après le 11 septembre? Il a fait une grande manifestation écuménique après le 11 septembre, c'était une quinzaine de jours après, où ça, à la cathédrale de Rabat. C'est lui, chef des croyants, descendant du prophète, le roi Mohamed VI, qui a décidé de faire ça à la cathédrale de Rabat, en invitant naturellement les Juifs et les autres. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde où il se passe des choses comme ça et que ça mérite d'être cité, sans compter que si vous n'avez... Est-ce que vous avez assisté au festival de musique sacrée de Fès? De Fès, jamais. Bon. Mais eh bien, dans ma région, il y a son pendant en Bourgogne. Il est jumelé avec le festival de Dijon. Avec la Bourgogne. Voilà. Eh bien, moi, je ne connais pas. Moi, j'irai voir celui j'assisterai à celui de Bourgogne que je ne connais pas. Et je vous souhaite d'assister à celui de Fès. Festival de musique sacrée de toutes les grandes tendances. Fawzi Scali, je crois, c'est cela. Qui le dirige. Qui le dirige, c'est ça. Éminent, tout à fait. Voilà, alors vous voyez, il y a des tas de choses comme ça dans ce pays. Il y a aussi, je dois dire, une élite marocaine qui a été pour une large mesure formée dans les grandes écoles françaises et qui est d'une qualité
vraiment remarquable. J'ai pu l'apprécier d'autant mieux que, étant aux AGF, nous avions investi au Maroc, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il y a une grande misère populaire et que dans le peuple, il y a des tendances pro-islamistes qui se développent. Et justement, qu'est-ce que vous, l'économiste réputé, vous lui souhaitez à ce pays? En tant qu'économiste ou en tant que chrétien, en tant que ce que vous voulez, qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce pays? Je lui souhaite avant tout de développer ses propres capacités spécifiques qui sont dans 3 ordres. Premièrement, dans l'agriculture, le Maroc est un pays bien arrosé, etc. L'industrie agroalimentaire au Maroc est loin d'avoir atteint tout son potentiel, tout le potentiel dont elle est capable. Deuxièmement, je lui souhaite de continuer à se développer dans les sciences. Les Marocains, comme beaucoup d'Arabes, sont très bons dans les sciences. Et troisièmement, je lui souhaite de faire en sorte que l'état d'esprit d'incompréhension et parfois même un peu de haine qu'il y ait entre les différents pays du Maghreb, d'Afrique du Nord, et en particulier dans les relations avec l'Algérie, cela soit emporté par un courant de progrès. Merci pour cette très belle évocation du Maroc, Michel Albert. Issu d'une famille catholique paysanne de Vendée, région très pauvre et très arriérée à l'époque, ce fils d'ouvrière agricole n'aurait jamais dû devenir l'éminent économiste que l'on connaît. Mais pour devenir une exception statistique, il faut avoir de la chance et puis surtout, il faut savoir la saisir. Alors la chance, ça peut être celle, par exemple, de croiser le chemin des Jésuites au lycée Franklin à Paris, où il était pion, pour pouvoir payer ses études, de devenir ami avec ces religieux qui l'ont ouvert au monde. Alors on va revenir, Michel Albert, au petit paysan vendéen que vous étiez et à cet attachement viscéral que vous avez à votre terre, hein, même si vous avez dû la quitter pour La Rochelle, je crois. C'est ça, oui. Assez rapidement, mais cette terre de Vendée, c'est important dans votre vie. Oui, pour comprendre qui vous êtes. Oui, il y a des régions où on s'enracine. C'est le cas pour la Bretagne, par exemple, et la Vendée est une région où on s'enracine facilement, qu'il est difficile de quitter, et pour monter à Paris. On reste, pour monter à Paris, oui, et à laquelle on reste facilement attaché, c'est mon cas. Vous étiez quel genre de petit garçon? Oh, sage. Pas du tout intéressant. Non, parce qu'un petit garçon, ça doit être brillant, ça doit être, ça doit être très bagarreur, faire des coups formidables. J'ai jamais fait de coups formidables. J'étais un petit garçon, je crois, assez ordinaire. Brillant élève, quand même. Ah ben oui, ça, j'étais bon élève, oui. C'était pas très difficile, je veux dire. Quand vous pensez à votre région ou à votre enfance, est-ce qu'il y a une odeur particulière qui vous revient? Une odeur? Oui. L'odeur de vendange. Ah oui, c'est comme ça. Chez mon père avait un coin de vigne, et on faisait la vendange juste au moment de la rentrée des classes, juste avant la rentrée des classes. Et j'ai encore dans les narines l'odeur du jus de raisin pressé dans le petit pressoir du père. C'était quoi, du muscadet, du gros plan? Non, c'était ni muscadet, ni du gros plan. C'était une horrible vigne qui s'appelait le Noah, et qui, je crois, n'était pas sans quelques inconvénients neurologiques. Alors, vous avez rapidement dû partir à La Rochelle face à la décision de votre papa pour faire vivre la famille? Oui, c'est ça. Oui, c'était pendant la crise. Moi, je suis né en 1930. 1930, tout le monde sait que c'est l'année de la crise. Et mes parents, à force de difficultés, ont dû quitter leur patrie vendéenne en 1934 pour aller à côté de La Rochelle. Vous avez vécu une enfance, on peut dire, assez pauvre. Oui. Quand même. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un peu à l'autre bout de l'échelle sociale.
Comment vous l'analysez, cette pauvreté? Est-ce qu'elle est encore en vous, malgré tout? Est-ce que ça vous habite encore? Je ne pense pas. Non, je crois que maintenant j'en suis libéré. Mais il a fallu beaucoup de temps pour m'en libérer. Et ça m'a conduit notamment à avoir des comportements de précaution en ce qui concerne le logement, par exemple. Que vous étiez complexé? Ah, j'ai été complexé, bien sûr. Quand je suis arrivé à Sciences Po à 18 ans, et que j'arrivais de mon collège de Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte, j'étais le premier, je crois, à avoir fait Sciences Po à partir de ce collège de Fontenay-le-Comte. J'étais complexé, j'étais au milieu de bourgeois aisés, dans tous les sens du mot, et qui notamment avaient une grande aisance intellectuelle. Moi, j'étais beaucoup plus travailleur de thèmes latins et laboureur, si vous voulez. Oui, j'étais complexé. Ça m'a passé petit à petit. Alors, il y a les fameux jésuites aussi dont j'ai parlé en introduction. Oui, parce que j'ai eu la chance d'être pion à Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Louis-de-Gonzague où on vient de célébrer, vous savez, la fête des Jésuites dimanche dernier, l'anniversaire des Jésuites. Et c'était un milieu d'une qualité intellectuelle vraiment tout à fait admirable. Intellectuelle et spirituelle. Et spirituelle. C'est vraiment là, à Franklin, chez les Jésuites, que s'est construite en moi la foi qui m'a porté étant adulte. C'est eux qui vous ont fait lire Teilhard de Chardin à 20 ans? Bien sûr, oui. Il faut pouvoir lire Teilhard de Chardin à 20 ans. Bien sûr. Oui. Quand même. Il faut avoir une certaine capacité d'esprit pour le faire. Oui. À 20 ans, j'étais à Sciences Po. D'accord. Michel Albert, si vous pouviez rencontrer le petit Michel Albert, vous lui diriez quoi? Le petit enfant, le petit garçon, le petit gars vendéen. Vous lui diriez quoi? Je lui dirais, te casse pas trop la tête, continue à faire ce que tes parents veulent que tu fasses, parce que tes parents t'aiment et ont envie d'être fiers de toi. Fais ce que tes parents ont envie que tu fasses. Ils ont été fiers de vous, vos parents? Oui. Ouais. Oui. Ils vous l'ont montré? Bien sûr, oui. Bien sûr. Mes parents étaient des gens qui, quand je suis entré à Sciences Po, ne savaient pas ce que c'était que Sciences Po, si vous voulez, par exemple. C'est une autre personne qui m'avait conseillé. Et par conséquent, pour eux, ça a été je crois, une sorte de bonheur d'avoir un fils qui faisait de bonnes études. Et si vous deviez adresser un merci à vos parents, ce serait quel merci? Ce serait un merci innombrable. Ce serait un merci innombrable. J'ai été comblé d'affection par des gens honnêtes, sérieux, tendres et très unis, qui n'ont jamais eu un ennemi, qui ont été exemplaires pendant la guerre. N'oubliez pas que j'avais 10 ans en 1940 quand j'ai vu arriver les troupes allemandes, et 15 ans quand elles sont parties, et que mes parents étaient devenus maraîchers, c'est-à-dire qu'ils produisaient des légumes, et que, naturellement, les Allemands entendaient avoir une priorité dans la livraison des légumes. Et j'ai passé une grande partie de mon enfance à dissimuler des légumes pour aller les porter à des petits vieux et tout ça. Mes parents, c'était comme ça qu'ils fonctionnaient. Merci Michel Albert pour cette évocation de votre enfance. Ça n'a pas été trop difficile parce que vous n'avez pas beaucoup parlé de vous. Oui, un petit peu. Vous avez bien vu que j'étais un peu gêné. Mais ça fait tout votre charme. Merci beaucoup. Saint Benoît, au VIe siècle, écrivait cette phrase qui est d'une actualité tout à fait édifiante. Les responsables ne sont pas là pour gérer les choses, mais pour servir leurs frères avec des choses, dans le but de mettre en relation les usagers et ceux qui les gèrent. Alors c'est cette phrase, entre autres, qui a guidé mon invité dans sa vie professionnelle de patron catholique ou de catholique patron. Attention, il ne faut pas que je me trompe. De sens, on en a... De chrétien patron. Et de chrétien patron, on en a déjà parlé. Patron chrétien. Michel Albert, on parle beaucoup d'éthique, notamment dans les entreprises. Est-ce qu'il y a vraiment une spiritualité, d'une manière plus large, du monde économique? Est-ce qu'il y a, en effet, c'est une question large. Est-ce qu'il y a une spiritualité du monde économique? Je dirais qu'il y a une certaine valeur éthique du développement économique. Le développement économique se fait toujours sur de l'échange. Et le sous-développement économique résulte de l'isolement, de la séparation, de l'absence
de contact des hommes les uns avec les autres. Et pour qu'il y ait échange, il faut bien qu'il y ait confiance. Il faut bien qu'il y ait crédit au sens premier du mot. Et de ce point de vue, oui, il y a dans le développement économique une valeur éthique. De là à dire valeur religieuse, ça c'est lointain et c'est beaucoup plus délicat. Alors évidemment, je ne vous pose pas la question par hasard. On a déjà précisé que vous aviez été président de l'UNIAPAC, l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprises. Oui. Et vous avez œuvré finalement pour qu'au sein des entreprises, il y ait un peu plus d'humanité, en vous inspirant beaucoup de la doctrine sociale de l'Église finalement, et notamment dans l'encyclique de Jean-Paul II, Sanctissimus Annus. Sanctissimus Annus, c'est ça, oui. Oui, alors je trouve que il y a une doctrine sociale de l'Église qui est tout à fait intéressante aujourd'hui, notamment parce que elle montre deux choses. La première, c'est que l'activité économique est bonne à la condition qu'on n'en fasse pas une finalité en soi, à la condition que l'objet des entreprises, par exemple, ne se limite pas à maximiser les profits, mais il est bon que les entreprises soient efficaces, il est bon que les entreprises marchent, qu'elles fassent des profits. D'autre part, elles ont également à rendre des services non seulement à leurs clients, ça va, non seulement à leurs actionnaires, mais à se préoccuper des services rendus à leur personnel. Et alors, ça, c'est un combat que vous menez depuis quelques années déjà. Oui, un peu. Un peu, oui. Est-ce que vous avez eu une évolution dans ce sens, une évolution positive qui vous satisfasse? Oui, alors, je dirais que il y a eu, c'est sûr, des éléments positifs pendant une période qui s'est, dans une large mesure, arrêtée avec l'arrivée de Reagan aux États-Unis et de Mme Thatcher en Grande-Bretagne. Il y a eu, depuis cette époque-là, un durcissement du capitalisme. C'est le thème de votre livre, Capitalisme contre capitalisme. Capitalisme anglo-saxon contre capitalisme rénan. C'est cela, oui. Le capitalisme rénan est d'ailleurs largement inspiré par la doctrine sociale de l'Église. Et il consiste essentiellement à mettre sur pied d'égalité les différentes fonctions de l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, bien sûr faire des profits pour pouvoir se développer, faire des investissements, mais aussi faire en sorte qu'elle s'occupe de l'environnement, ça je ne l'ai pas dit, de son environnement, qu'elle s'occupe de la formation professionnelle de son personnel et de la promotion sociale de son personnel, sans parler naturellement des préoccupations de caractère éthique qui consistent par exemple à essayer de faire en sorte que on ne traite pas les entreprises qui ont recours au travail des enfants ou des prisonniers comme les autres. Et ça, c'est un élément qui est en train de se développer dans la conscience collective. Alors vous, donc on l'a dit, vous avez beaucoup œuvré pour que l'entreprise ait une âme quelque part. Oui, on peut en dire même ça. temps, vous faites partie d'une génération qui n'aime pas bien mélanger Dieu et César, hein, qui aime bien séparer les choses. Ah oui. Ça reste facile malgré tout pour vous de témoigner de votre foi catholique ou quand vous êtes dans des milieux professionnels? Oui, on ne témoigne pas de sa foi catholique quand on est dans son bureau de chef d'entreprise. Alors on fait quoi? Alors on est naturellement, ou plus exactement, spirituellement préparé à faire en sorte que celui qui va entrer dans votre bureau, vous le compreniez avant tout comme votre frère en Jésus-Christ. A priori, ce regard qui est là devant moi, c'est le regard d'un frère en Jésus-Christ. Voilà. Et vous y arrivez à chaque fois? Pas toujours, pas toujours. Mais il y a, si vous voulez, c'est un élément de prière, ça pour moi, de faire en sorte que celui qui vient, l'étranger, celui qui... Le prochain le prochain, vous avez employé le bon. Que le prochain soit vraiment compris comme prochain, comme proche, et proche en quoi? En Jésus-Christ. C'est quand même beaucoup de... Enfin, c'est le travail de toute une vie. C'est ça qui est intéressant, vous savez. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Quand on parvient, quelle que soit la diversité des problèmes, quelles que soient les incompréhensions, les raideurs,
à développer en soi, et peut-être, on ne sait pas, et peut-être dans les rapports avec soi et autrui, cette inspiration-là, alors la vie vaut un peu plus la peine d'être vécue. Dernière question, est-ce qu'il y a une parabole particulièrement ou une phrase des évangiles qui vous guide dans ce sens-là? Moi, la phrase qui me guide, essentiellement, c'est... Les phrases qui me guident sont celles qui ont trait à la résurrection et la vie. Je crois que la vie sur cette terre a un sens qui est un sens de propédeutique, en quelque sorte, de préparation à la vie de l'au-delà, et que ce que nous avons à faire sur cette terre, c'est à faire en sorte qu'un maximum de nos proches soient ainsi portés par cette foi. Dans la dernière conversation, nous allons parler de l'espérance. Ce sera une conversation logique avec ce qui vient de se dire. Merci Michel Albert. Petit poème de Paul Claudel consacré à l'espérance. Viens furie, viens espérance, apporte la porte immense, destructrice de la mort, rugissement dans l'aurore. Viens lumineuse, viens dorée, vivre maintenant déchaînée. Viens impossibilité, toute puissante espérance. Paul Claudel, donc, l'espérance, c'est l'une des 3 vertus théologales avec la foi et la charité. Michel Albert, une vertu théologale, c'est-à-dire don de Dieu et participation à la vie de Dieu. C'est pas une petite valeur hein, que vous avez choisie. Oui, mais enfin, je trouve que Claudel, avec sa furie, ce personnage furibard, il m'a tellement convaincu. Ah bon? Pour moi, l'espérance, c'est pas ça. J'aime mieux l'espérance de Peggy, la petite fille espérance. Ah oui. Ce n'est pas une grande manifestation de puissance, l'espérance. C'est quelque chose de modeste, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de tendre. Et Claudel ne n'en rend pas compte, me semble-t-il, par son poème. Enfin, bon, mais c'est Claudel. Et quelque chose qui s'installe dans le temps. Il y a une notion de temps aussi. Bien sûr, oui. Les économistes, ils n'aiment pas trop les notions de temps en général. Hein. Ah, mais si, de plus en plus. De plus en plus, ils introduisent le temps. Et dans leur réflexion, ça s'appelle la dynamique en recherche économique. Mais peu importe. Oui, en ce qui concerne l'espérance, c'est bien dans le temps, en effet, ce qui nous fait croire qu'il y a un plus en avant. Et avec différentes dimensions, d'abord au plan individuel, si j'ai l'espérance au sens chrétien du mot, à ne pas confondre avec l'espoir. L'espoir, c'est plus large. L'espérance, je l'emploie ici, si vous voulez, au sens chrétien du mot, et comme vous avez dit tout à l'heure, vertu théologale. Eh bien, c'est la croyance que ma vie a un sens et que au-delà de ma mort, il y aura la vraie vie. Ça, je crois ça. L'espérance, c'est aussi porte aussi sur l'attente de Dieu, réciproquement. Dieu a besoin des hommes. Ça relève de l'espérance. Dieu espère que vous et moi, nous aurons un comportement, nous aurons un mode de choix de notre existence qui fera, si j'ose dire, plaisir à Dieu. Il est dépendant de nous, nous sommes dépendants de lui, nous sommes en interdépendance. L'espérance, ça porte tout ça. Et puis, au plan collectif, parce que moi j'ai surtout travaillé et réfléchi au plan collectif, je ne suis pas un moine, comme au plan collectif, l'espérance, ça consiste à croire que l'histoire a un sens, que les hommes sont en train de construire quelque chose vers l'avenir qui est mieux que ce dont ils ont hérité vers le passé. Et de ce point de vue, alors je suis fondamentalement disciple de Teilhard, fils de Teilhard, et je vois plein de choses qui, malgré tous les malheurs du monde, sont en cours d'amélioration. Quelle belle espérance vous voyez, par exemple, en ce moment, alors?
À quel niveau me posez-vous la question? Je vois plein de choses en ce moment qui sont en train de changer, qui me donnent de l'espérance et pas de l'espoir. Eh bien, je vais vous dire, la place des femmes dans le monde. Oui. Je vais vous donner un chiffre. J'ai vu récemment qu'il y a une quarantaine de pourcents des parlementaires espagnols qui sont des femmes, n'est-ce pas? Bon, eh bien, quand on a connu ce qu'étaient les femmes autrefois, quand on a connu ma grand-mère, qui ne s'est jamais assise à table avec les hommes, qui restait accroupie devant sa cheminée pour prendre ses repas, eh oui, c'est ça, mes grands-mères. C'était ça le monde dans lequel j'ai vécu il y a moins d'un siècle. Eh bien, et que je pense maintenant à ces 40% de parlementaires espagnols, puisque naturellement l'Espagne était encore plus vendéenne que la Vendée à cet égard, je dis qu'il y a là un élément d'espoir. Je vais vous donner un autre exemple. Milosevic vient de mourir dans sa cellule, n'est-ce pas? Bon, mais Milosevic était un horrible dictateur qui était traduit devant un tribunal international. Eh bien, le tribunal international, ça, c'est un élément de progrès du monde. Et d'ailleurs, d'une manière générale, tout ce qui est organisation internationale permettant d'étendre le domaine du droit et de remplacer le domaine de la force, de la violence et des rapports primaires de violence par des compromis, des ententes, des applications de règles, c'est du progrès. Et le grand problème du XXIe siècle, ça va être le suivant, puisque vous me demandez ce que j'attends comme espoir, le grand progrès du XXIe siècle, ça va être le suivant. Jusqu'à présent, nous sommes en présence d'une mondialisation qui porte sur les finances, les échanges commerciaux, et qui porte d'une manière générale seulement sur les aspects économiques de la vie. Et cette mondialisation, elle se fait en dehors, dans une très large mesure, en dehors de règles, en dehors de droits. Et ce que nous avons à faire, c'est à construire un ensemble de règles de droit et un ensemble, par conséquent, de solidarité fondée sur le droit à l'échelle du monde. Voilà ce qu'est mon espérance pour le XXIe siècle en termes collectifs. Je vous remercie beaucoup, Michel Albert, pour toutes ces réflexions, pour toute cette semaine qu'on a passée ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent, pour votre vie? Que mon espérance se grandisse et fructifie. Bien. C'est un très joli souhait que je formule à votre égard et à l'égard de votre épouse aussi. Merci. Et de toute votre famille. Merci beaucoup, Michel Albert. Merci bien. Au revoir.